À Jérusalem, nous sommes en ligne avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, Boker Tov. On va commencer ce journal par la situation dans le détroit d'Ormuz. Oui, effectivement, et selon les dernières informations, la marine américaine a pris hier le contrôle d'un bateau iranien qui tentait de forcer le fameux blocus imposé par les Américains. La direction du CENTCOM a expliqué que les forces américaines ont ouvert le feu en direction de ce bateau après que celui-ci n'ait pas répondu aux mises en garde lancées par la marine américaine. Les Marines américains ont finalement pris le contrôle donc de ce bateau. Et le président américain fait souffler lui le chaud et le froid dans le dossier iranien. Oui, d'un côté, Donald Trump semble vouloir encore croire en l'option de la négociation avec les Iraniens et c'est la raison pour laquelle il a décidé d'envoyer à nouveau son vice-président J.D. Vance à Islamabad demain mardi. Mais de l'autre côté, le président américain continue à menacer les Iraniens et à les accuser de violation grossière du cessez-le-feu. Trump affirme que sans progrès dans les pourparlers, on assistera, je cite, à une escalade de la violence. Les autorités iraniennes, de leur côté, semblent vouloir montrer leur détermination. Oui, les Iraniens accusent les États-Unis d'adopter une attitude, je cite, de pirate. Hier, l'agence de presse iranienne a indiqué que le régime iranien frappera les pays de la région si les combats devaient reprendre de la part des Américains et des Israéliens mercredi à l'issue de 2 semaines de cessez-le-feu. Selon ces informations en provenance de Téhéran, les Iraniens auraient profité de la trêve pour se préparer à une nouvelle confrontation et ils affirment que si les combats reprennent, ils ne se retiendront plus d'attaquer des zones stratégiques dans le golfe Persique. Ces menaces sont dirigées en particulier contre les installations pétrolifères saoudiennes d'Aramco et contre le détroit de Bab el-Mandeb. Le président argentin Javier Milei, lui, est arrivé hier matin en Israël. Il est très vite entré dans l'atmosphère des préparatifs du Yom HaAtzmaut. Oui, je vous rappelle d'abord que le président argentin a été invité à allumer l'un des 12 flambeaux symbolisant les 12 tribus d'Israël lors de la cérémonie d'ouverture des festivités du Yom HaAtzmaut mardi soir. Il a même devancé son arrivée pour participer à l'enregistrement de cette cérémonie. Le président Milei, qui est connu pour son soutien inconditionnel à l'État d'Israël, ne s'est pas contenté d'allumer son flambeau. Il a même chanté avec un groupe une chanson sud-américaine durant cette cérémonie. Soulignons qu'avant cet enregistrement, le président argentin s'était rendu au Kotel, au mur occidental, pour se recueillir. Et puis, sur le plan diplomatique, Javier Milei s'est entretenu également chaleureusement avec Benyamin Netanyahou. Oui, les deux hommes se connaissent bien puisque c'est la 3e visite de Milei en Israël et ils se sont mutuellement couverts d'éloges hier. Le président Milei n'est pas seulement un ami, a dit Benyamin Netanyahou, c'est un leader que j'admire. Le premier ministre israélien a remercié le président argentin pour son soutien sans faille à l'État d'Israël et pour la lutte qu'il mène dans son pays contre l'antisémitisme. Les deux hommes ont signé plusieurs accords de coopération et ils ont même annoncé l'ouverture d'une liaison aérienne directe entre Israël et l'Argentine et l'ouverture de ce qu'ils ont appelé les accords d'Yitzhak. Et c'est ce soir que débuteront les commémorations du Yom HaZikaron à la mémoire des soldats tombés au combat et des victimes du terrorisme. Oui, effectivement, comme le veut la tradition, la cérémonie d'ouverture de cette journée du souvenir se tiendra devant le mur occidental en présence du président de l'État, Yitzhak Herzog, du chef d'état-major, le général Eyal Zamir, et de représentants des familles endeuillées. Une sirène du souvenir d'1 minute introduira ces commémorations à 20h. Selon le douloureux décompte du ministère israélien de la Défense, 25 648 soldats israéliens sont tombés pour que l'État d'Israël puisse vivre depuis 1860 et plus de 5313 victimes du terrorisme ont également été tuées au cours des 100 dernières années. Depuis le précédent Yom HaZikaron, 174 soldats sont tombés au combat, 54 blessés de guerre handicapés ont succombé à leurs blessures. Et à l'occasion de ce Yom HaZikaron, le chef d'état-major, le général Eyal Zamir, a envoyé une lettre aux soldats et aux officiers de Tsahal. Oui, dans cette lettre, le général Zamir il a écrit depuis sa création, le peuple d'Israël a dû lutter pour son indépendance et pour sa souveraineté. De génération en génération, nous devons vivre sur notre glaive et la responsabilité de la défense d'Israël devra être transmise aux prochaines générations. Et elles auront la mission de faire face à des ennemis cruels. Nous devons nous frayer un chemin avec détermination et bravoure pour notre État et pour notre renaissance, a déclaré le chef d'état-major de Tsahal. Et puis hier, à l'approche du Yom HaZikaron, le Premier ministre Benyamin Netanyahou a reçu des veuves et des orphelins de guerre. Oui, le Premier ministre a pu, durant cette rencontre qui s'est déroulée à la présidence du Conseil à Jérusalem, écouter les témoignages poignants de ces veuves et orphelins de Tsahal qui doivent désormais continuer à vivre sans leur mari, sans leur père, dans une forme de deuil permanent, mais aussi avec la nécessité de continuer à aller de l'avant. Le Premier ministre a rendu hommage à ces soldats et a insisté sur la place qu'ils occupent dans l'épopée de l'État d'Israël. Merci beaucoup Daniel, on vous retrouve tout à l'heure à 7h30 évidemment pour la revue de la presse israélienne.
Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Eh bien, le temps sera partiellement nuageux à clair, mais avec des températures relativement fraîches, on va dire, pour la saison. Il fera 17 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 20 à Tel Aviv et Haïfa, 21 à Beersheva et à Eilat. Il fera 29 degrés aujourd'hui. Nous sommes en ligne avec Raphaël Amzalag. Raphaël, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Alors vous intervenez régulièrement sur notre antenne pour commenter l'actualité brûlante, mais aujourd'hui je voudrais peut-être vous proposer, si vous l'acceptez, de nous donner votre sentiment, le sentiment d'un Israélien qui vit dans la société israélienne depuis de nombreuses années, et son sentiment par rapport à ces deux journées dans lesquelles nous allons entrer ce soir avec le Yom HaZikaron, la journée du souvenir à la mémoire des soldats israéliens tombés au combat et des victimes du terrorisme, et puis ensuite bien entendu le Yom HaAtzmaut, la journée de l'indépendance. Ce sont deux journées qui sont extrêmement intenses, n'est-ce pas, Raphaël? Comment vous vivez ces journées? Ces journées, elles sont intenses, elles ont une particularité, c'est d'être l'une à la suite de l'autre, dans le sens où on comprend que pour pouvoir vivre la délivrance d'Israël, le retour d'Israël à sa terre, l'indépendance d'Israël, eh bien cela a un prix. Mais on rattache ces deux journées à la journée qu'on a vécue la semaine dernière, à savoir la journée du souvenir pour les Juifs qui ont été exterminés dans l'Holocauste, parce que il y a une grande différence, comme le disait le poète Sour Erlich, entre le peuple juif et ce qu'on perd lorsqu'on n'a pas d'État, et le nombre de personnes qui sont tombées au champ d'honneur. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre ces 6 millions de nos frères et sœurs qui sont tombés pendant l'Holocauste et les dizaines de milliers de soldats qui sont tombés depuis la création de l'État. C'est une autre période, c'est un autre État, c'est un changement. C'est deux événements qui ont été tectoniques dans l'histoire du peuple juif, la Shoah et la résurrection, la renaissance de l'État d'Israël. Et le fait d'avoir lié, si vous voulez, le jour du souvenir avec le jour de l'indépendance, ça nous apprend d'abord que l'indépendance a un coût, mais ça nous apprend surtout que de pouvoir, j'allais dire, vivre de façon indépendante sur notre terre, ça ne peut pas être déconnecté du prix qui est le prix à payer. Et depuis le début de cette guerre qu'on a vécue, dans laquelle j'ai combattu, malheureusement, cette journée du souvenir est devenue presque, j'allais dire, irrespirable. C'est chaque seconde, chaque minute, des souvenirs, des sons, des chants, des mots, des personnes, des chiboukim avec des frères d'armes. Enfin, ça se bouscule dans la tête, c'est compliqué, et j'en ai même, c'est même difficile pour moi de juxtaposer mes mots. Et concernant, vous parliez du Yom HaShoah, c'est tout de même la même trame, n'est-ce pas? C'est-à-dire que on peut imaginer ce qu'auraient pensé, on va dire, nos arrière-grands-parents ou nos grands-parents qui n'ont pas connu l'État d'Israël, ceux qui n'ont pas survécu à la Shoah, s'ils avaient la possibilité d'évoluer aujourd'hui dans un État d'Israël, même un État d'Israël attaqué, même un État d'Israël en guerre aujourd'hui, on peut peut-être imaginer ce qu'ils auraient pensé d'une certaine manière. Et ça nous lie d'une certaine manière avec ce que nous vivons aujourd'hui. Le lien est direct, pas simplement parce que, comme vous le savez, à la veille de la nuit de Pessah 1942, les SS veulent 43. offrir sur un plateau, 43 veulent offrir sur un plateau le ghetto de Varsovie aux Führers, et donc vont entrer, et puis les Juifs vont se révolter et vont tenir 3 semaines dans un combat qui est un combat bien évidemment perdu d'avance, mais ils vont, j'allais dire, porter le ton, ils vont décider de lever l'étendard de la révolte. Mais à cette époque-là, et bien évidemment pendant cette période-là, c'était une utopie, un rêve, quelque chose d'impensable de se dire que quelques années après, et puis quelques dizaines d'années après, non seulement on aurait la possibilité de se défendre, la possibilité de décider de notre sort, pas simplement dans le combat, mais aussi dans la vie, dans l'éducation, dans la santé, dans l'économie, dans la Torah. C'est ça ce qui est magnifique
magnifique dans cette création de l'État d'Israël, dans cette seule utopie du XXe siècle qui s'est vue réaliser après donc 2000 ans d'exil et l'extermination de 2/3 du peuple juif. Faut savoir, pour comprendre, on parlait de chiffres, on n'a pas encore retrouvé le nombre de juifs. Avant la Shoah, il y avait 18-19 millions de juifs d'après les estimations. On n'a pas encore retrouvé ce chiffre-là. C'est-à-dire que bien évidemment, il y a une grande croissance en Israël. On parle de 10,2 millions d'habitants. C'est fantastique, mais on est systématiquement relié, rattaché à cette histoire, systématiquement appelé à se défendre, et on est systématiquement appelé aussi à faire face à des menaces existentielles. Et alors qu'on vient d'éliminer l'Hitler contemporain, parce qu'il le témoignait lui-même, Ali Khamenei disait à une des journalistes qu'il avait interviewé que ce qu'il se disait tous les matins, c'est comment j'allais faire aujourd'hui pour pouvoir exterminer Israël. Eh bien, on aborde, je pense aujourd'hui, Yom HaZikaron avec énormément de douleur, mais énormément de fierté, et on abordera, je l'espère, Yom HaAtzmaut avec une assurance encore renforcée sur ce qu'Israël représente aujourd'hui, sans aucun doute une force régionale, et sûrement, en tout cas sur certains domaines, une force internationale. Le nom de résilience revient de manière récurrente, on va dire, lorsqu'on arrive à ces journées. Quelque part, est-ce que ce que nous avons vécu depuis le 7 octobre, avec le 7 octobre, cette journée tragique et la guerre, et la manière dont l'État d'Israël a fait face, la manière dont, on va dire, l'ensemble de la population a fait face, ça nous permet de mieux comprendre peut-être comment, après la Shoah, 3 ans après la Shoah, les victimes, les survivants de la Shoah ont réussi à combattre pendant la guerre d'indépendance et à créer cet État, le développer, à en faire ce qu'il est aujourd'hui ? Alors, il faut ces jours-ci, je lis le livre de Gideon Allon, qui est en fait son journal qu'il a écrit depuis le 7 octobre. C'est un journaliste que vous connaissez sûrement. Et c'est frappant de voir combien, pendant ces premières journées qui ont suivi le 7 octobre, on était un peu perdu, la société israélienne était perdue. Il y a eu comme une remise en question de cette résilience dont vous parlez. Au début, c'était flou. On était effectivement dans cette obscurité, mais on voit quelle lumière a jailli de cette obscurité. On voit comment la résilience est vraiment dans l'ADN juif, en tout cas dans l'ADN de cette histoire contemporaine juive, et comment on va de cette journée qui est sans aucun doute la journée la plus meurtrière depuis l'Holocauste pour le peuple juif, comment on va pas simplement se remettre sur nos pieds, mais on va complètement changer à 180 degrés la façon dont on fait face à l'ennemi, la façon dont on combat et la façon dont on cesse, si vous voulez, de fuir, parce que c'était un peu, j'allais dire, le rythme israélien des 30 dernières années. On va essayer de fuir le conflit majeur à tout prix. Eh bien non, là on va approfondir le conflit pour régler le problème, ou en tout cas pour essayer d'en emmener la solution qu'on peut lui amener le plus vite possible, mais surtout la plus complète possible, sans avoir crainte de combattre, sans avoir crainte de faire durer le conflit. Tant qu'il y a des ennemis, il faut pas les fuir, il faut les affronter. Et je pense que c'est ça aussi l'enseignement de la Shoah, c'est ça aussi l'enseignement de ces ingrédients qui ont fait ce que Tsahal a été lors des premières guerres d'Israël et est redevenu depuis le 7 octobre, c'est-à-dire une armée qui d'abord et avant tout combat pour vaincre. Alors il y a un élément aussi qui revient, c'est la nécessité de consolider une unité nationale. Ça ne plaît pas à tout le monde ici dans la société israélienne. Il y a certains pans de la classe politique israélienne qui ne sont pas particulièrement friands de ce terme d'unité nationale. Vous pensez que, en fait, pendant ces 2 journées, ce sont des journées qui sont hors du temps, qui, d'une certaine manière, nous ramènent vers ce que nous devrions être toute l'année, c'est-à-dire unis, plus unis, même si on ne partage pas les mêmes idées, mais rester quand même soudés, surtout face à nos ennemis ?
Il faut parler d'unité et pas d'uniformité. On n'a pas besoin de penser la même chose, de vouloir la même chose, de croire en exactement la même chose pour pouvoir être unis. Et je pense que les soldats de Tsahal qui ont combattu depuis le 7 octobre, qui ont passé des centaines de journées dans les tanks, dans les transports de troupes, sur les frontières, dans les pays frontaliers et ennemis, en sont la preuve, bien évidemment. Mais il faut aussi comprendre que l'unité, c'est d'accepter un vrai pluralisme, pas un pluralisme d'une frange de cette population israélienne qui dit que les premières actions qu'ils voudraient faire post-élection, c'est de faire taire l'autre, de faire taire les médias des autres, de faire taire les idées des autres, de mettre hors la loi certaines institutions des autres. Ça, c'est pas du tout l'unité. C'est l'unité qu'on obtient lorsqu'on est totalitaire. Alors là, bien évidemment, personne ne peut penser autrement, donc tout le monde pense la même chose. Donc je crois que la société israélienne, elle est extrêmement riche justement parce qu'elle est plurielle. Je crois que la société israélienne, peut-être pas sa classe politique, peut-être pas ses élites, en tout cas pas dans l'académie israélienne, mais elle est beaucoup plus unie qu'on ne nous laisse entendre. Déjà à l'époque de la réforme judiciaire, je disais que ce qu'on appelle le Shesa Hevrati, ce qu'on appelle donc la fracture, le déchirement, la fracture sociale, elle est loin d'être aussi grave. Il ne faut pas oublier que le 7 octobre, quelques minutes après que les premières informations descendent, c'est de partout en Israël, depuis Itzhar Itamar en Judée Samarie, de Dan jusqu'à Beersheva, qu'on va aller trouver des héros qui vont rejoindre de leur propre chef d'ailleurs, la zone des conflits, bien avant que des dizaines de milliers de réservistes même rentrent en Israël juste pour prendre part au combat. Donc non, la société israélienne n'est pas extrêmement fracturée. Au contraire, elle est plurielle. Elle est pas, bien évidemment, elle n'a pas la pensée unique. Et je pense que c'est ce qu'on va aussi essayer d'applaudir, cette diversité qui fait notre force. C'est ce qu'on va essayer d'applaudir à Yom HaAtzmaut. Et je crois que le Yom HaZikaron, pour toute personne qui a servi à Tsahal, et aussi à la veille d'une loi qui va être validée à la Knesset et qui va encourager d'une façon ou d'une autre, et voir le nombre d'ultra-orthodoxes qui vont servir à Tsahal décuplé et multiplié par 3, 4, 5, c'est pas encore tout à fait arrêté. Je pense que ça aussi, c'est un changement qui a lieu et qui a déjà débuté au sein de la société israélienne et qui va porter ses fruits. Alors bien évidemment, les éléments sociaux se déroulent non pas sur quelques années, mais parfois sur des décennies. Mais il faut savoir être capable de mettre le point sur les éléments qui ont été des éléments charniers, c'est-à-dire on a effectivement vu un revirement. Ouais. Je pense pour Tsahal, je le disais, le 7 octobre, ça en a été un. Ouais. Tsahal est redevenu une armée qui combat pour vaincre, mais je pense au niveau aussi sociétal, je pense qu'au niveau social, je pense qu'au niveau de la société israélienne est bien plus unie que les médias ne nous le laissent entendre. Une dernière question, Raphaël. On va rentrer ce soir dans le Yom HaZikaron. Vous nous disiez que vous avez combattu, bien entendu, pendant cette guerre. Si je devais vous demander le souvenir de qui vous souhaiteriez évoquer, peut-être en cette journée, de soldats, d'amis que vous avez perdus au combat. J'ai en tête. J'ai en tête Roy, qui est un soldat dont je me suis occupé du corps quelques minutes après qu'il soit parti. C'était à Gaza, pas loin de l'université islamique de Gaza. Il faisait partie de l'unité d'élite Yahalom. Ils avaient fait exploser une usine d'armes du Hamas. Et malheureusement, un bloc de béton, le calcul des charges et puis les distances, bref, lui a atterri sur la tête. Voilà. C'est une image parmi d'autres.
Une image parmi d'autres, et on ressent dans votre voix cette émotion, bien entendu, une émotion qui va envelopper certainement l'ensemble du peuple en Israël et aussi probablement des Juifs de diaspora ce soir avec le début des commémorations du Yom HaZikaron, Yom HaGvura. Il faut ne pas oublier, c'est le jour du souvenir à la mémoire des soldats, mais aussi le jour de la bravoure des soldats israéliens. Il ne faut pas l'oublier, et rajouter bien entendu aussi le souvenir des victimes du terrorisme. Merci beaucoup Raphaël Hamzalag d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir livré vos sentiments à la veille du Yom HaZikaron et du Yom HaAtzmaut. Bonne journée et à bientôt. Bonne journée, merci. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Sébastien Lévy. Sébastien, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, Boker Tov. Merci d'être avec nous. Je dois vous avouer que on est un peu dépassé ici en Israël. On se parle, vous êtes aux États-Unis. On a beaucoup de mal aujourd'hui à comprendre ce que veut Donald Trump. Ça change presque d'heure en heure. Le président américain semble être favorable à un accord, mais d'un autre côté, il est prêt à attaquer. Vous pouvez nous aider à un peu clarifier les choses ? Alors là, je pense qu'il faut être extrêmement modeste et je vais vraiment être le premier à le dire, c'est que voilà, je ne sais pas non plus. Je pense que Trump est connu ici pour son imprévisibilité. D'une certaine façon, ce que le monde et ce que les Israéliens découvrent, c'est ce que beaucoup d'Américains connaissent déjà du personnage Donald Trump, puisqu'il est comme ça souvent sur la politique intérieure avec des revirements permanents. Sauf que là, il y a un problème. Il y a un problème évidemment parce que c'est la paix du monde, c'est en particulier la stabilité d'Israël. Et puis peut-être encore plus grave, cette instabilité permanente, les Iraniens le voient, les Iraniens en jouent. Et évidemment, je veux pas dire que c'est eux aujourd'hui qui ont toutes les cartes en main parce que c'est pas le cas, mais c'est vrai que c'est quand même terrible aujourd'hui d'avoir l'impression que le pôle de stabilité est plus venant d'Iran que des États-Unis. Donc il y a quelque chose effectivement qui est assez déstabilisant dans ce qui se passe aujourd'hui. Mais oui, on sent que une décision de vendredi peut être contredite par dimanche. Il peut faire une annonce qui en fait est contredite par les faits quelques heures plus tard. Et donc je pense que c'est peut-être le plus grave dans ce qui est en train de se jouer, une décrédibilisation de la parole des États-Unis. Et c'est ce qui est vraiment commenté ici aujourd'hui aux États-Unis, pas seulement par les démocrates, mais par certains républicains qui disent que ces zigzags permanents, ces revirements permanents, ça porte atteinte évidemment à la stabilité du monde, évidemment à la stabilité d'Israël, mais aussi à la crédibilité américaine. C'est peut-être ce qui est le plus grave à court, moyen et long terme. Alors, par exemple, les dernières informations, on va dire ces dernières heures, on parlait d'une possibilité pour Trump d'accepter le principe d'un enrichissement, enfin d'un déplacement, le fameux 440 kilos d'uranium vers le Pakistan. C'est-à-dire, ça c'est ça peut paraître fou parce que le Pakistan c'est un pays nucléaire, c'est une nation qui possède l'arme nucléaire et c'est pas une nation qui est particulièrement une nation favorable à Israël, on peut le dire d'une certaine manière. Ça comme ça, oui. Ouais. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le président américain puisse avancer une telle solution, c'est quelque chose. C'est-à-dire, ça peut paraître là encore stupéfiant. Alors, on peut aussi imaginer que, et c'est aussi un modus operandi de Trump qui aime bien en fait faire fuiter les choses. Alors après, il dit c'est fake news, mais en fait, il y a une façon de travailler qui est de dire je fais fuiter pour regarder un petit peu les réactions, et puis on voit ce qu'il en sort. Je pense que c'est un moyen pour lui de tester. L'autre chose, et c'est peut-être aujourd'hui ce qui est le plus préoccupant aujourd'hui dans la situation actuelle, c'est qu'on sent surtout que Trump veut un accord. Je veux pas un accord, évidemment pas un accord à n'importe quel prix, mais il semble vraiment plus pressé de conclure un accord que les Iraniens. Les Iraniens, on le sait, ils se fichent éperdument de leur peuple, ils se fichent de l'économie. S'ils peuvent encore plus saboter l'économie du monde, ils en sont évidemment satisfaits. Ils n'ont pas d'échéance électorale comme le peut avoir Trump. Et donc, d'une certaine façon, c'est ça le problème en fait de cette idée en fait du Pakistan, c'est que ça traduit l'impatience américaine. Et le problème dans toute négociation, c'est valable quand vous achetez un appartement ou c'est valable quand vous voulez un accord avec l'Iran, il faut jamais montrer que vous êtes trop pressé de conclure parce que évidemment la partie adverse
ben elle en joue. Et là, évidemment, on joue avec la paix du monde, on joue avec la stabilité régionale, la non-prolifération nucléaire, et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'inquiétant. Ce qui sort, il semble visiblement que Donald Trump soit prêt, en tout cas, là aussi c'est ce qui a fuité, donc il faut être extrêmement prudent, c'est qu'on serait prêt éventuellement sur un accord de 15 ans de pause de l'enrichissement de l'uranium, mais là où je vous rejoins, le vrai problème, si c'est cette solution du Pakistan qui est retenue, en quoi Israël, mais le monde entier, peut-il avoir confiance dans le fait que cet uranium sera vraiment conservé de façon pacifique par le Pakistan et qu'il n'y aura pas demain éventuellement, je dirais, du trafic qui permettra à l'Iran de se redoter de cet uranium enrichi. Donc oui, en ce sens, il y a quelque chose effectivement d'assez inquiétant parce que là encore sur la position, sur l'accord éventuel avec le Pakistan, mais surtout avec le fait que les Américains apparaissent en position de faiblesse et d'impatience. Et donc, évidemment, l'idée, la crainte aujourd'hui, c'est que demain, les Iraniens parviennent à obtenir un accord, celui-ci ou un autre, mais en tout cas, qui soit plus défavorable que celui qui avait déjà été fortement critiqué par Israël, qui est le fameux JCPOA de 2015. C'est ça, aujourd'hui, qui se joue et qui inquiète. Au-delà même, je dirais, d'Israël, vous avez certaines voix aux États-Unis qui, elles aussi, ont un certain nombre de réticences par rapport à cette option-là. Qui avait un accord qui avait été critiqué par Israël et qui avait été annulé par Trump dans son premier mandat, n'est-ce pas? Il faut le rappeler quand même. Exactement. Alors, on sait que lui, Trump, en fait, s'était exprimé contre cet accord. Alors, ses proches avaient essayé de le dissuader de sortir de cet accord en se disant, voilà, c'est un mauvais accord, mais il y a peut-être un moyen d'en rediscuter un petit peu les termes. Simplement, on sait qu'à l'époque, lui était plutôt réticent. Le premier ministre israélien, déjà Netanyahou, était très réticent. Et donc, il y a eu un accord entre les deux hommes pour vraiment déchirer cet accord. Le vrai problème, et ça pour le coup, même des gens qui étaient contre cet accord à l'époque, ce qu'ils avaient critiqué à l'époque, c'est que Donald Trump était sorti de cet accord sans en proposer un nouveau et sans donner un cadre éventuellement alternatif. C'est aussi ça qu'on paye aujourd'hui. Le problème encore avec Trump, et on parlait de son imprévisibilité, le fait qu'il change d'avis souvent, il peut changer d'avis par rapport à ce qu'il annonce sur guerre, pas guerre, menace, pas menace, mais ça peut être aussi le cas demain d'un accord nucléaire qui pourrait ressembler à celui de 2015 parce qu'il estime aujourd'hui que il y a rien en magasin aujourd'hui, si vous me permettez l'expression, et que donc finalement je change d'avis là-dessus, c'est pas très très grave. Ce qui serait évidemment terrible parce qu'on aurait perdu 10 ans pour revenir au point de départ. Et avec aujourd'hui, évidemment, une crédibilité américaine en plus qui aura été écornée dans l'intervalle. Alors l'option d'un retour des combats, c'est quelque chose qui semble possible, c'est-à-dire comment vous le sentez? Alors, et là encore, on dit aux États-Unis parce que on s'était engagé, en tout cas en Israël, on avait vraiment le sentiment qu'avec l'instauration du cessez-le-feu en Iran, c'est-à-dire entre l'Iran et les États-Unis, on était engagé dans une nouvelle démarche et que c'était difficilement réversible. Là, qu'est-ce que vous dites? Alors là encore, donc je ne suis pas dans la tête de Trump et je pense que c'est important de savoir, c'est in fine, ce sera vraiment Trump et pas l'appareil militaro-politique américain qui va choisir. C'est une personne et là aussi c'est quelque chose d'assez particulier dans cette crise. C'est la décision du président, c'est la présidence d'un homme et d'un homme seul. En ce sens, c'est vrai que c'est assez inquiétant, mais en tous les cas, donc il faut être dans la tête de Trump. Or, Trump, aujourd'hui, il est pris entre deux types de contraintes. Un, il y a une contrainte par rapport à une contrainte politique. Il a une forte impopularité. Vous avez les prix de l'essence, évidemment, tout le monde en parle. Vous avez les élections de mi-mandat qui, de toute façon, seront sans doute extrêmement mauvaises parce que c'est le cas pour tout président américain. Donc, vous avez cette contrainte-là. Et puis, de l'autre, vous avez aussi la contrainte de son image, je ne veux pas dire de son ego, mais son image d'homme fort, donc il ne peut pas non plus tout céder. Donc c'est pour ça qu'il maintient cette menace extrêmement forte militaire envers l'Iran. La vraie question, et honnêtement j'ai pas la réponse, est-ce que c'est du pur bluff ou est-ce qu'il est prêt à utiliser cette armada? Honnêtement, je n'en sais rien. Maintenant, je pense qu'il faut être prudent parce que beaucoup avaient pensé qu'il n'utiliserait pas la force avant le déclenchement de cette guerre fin février. Finalement, il l'a fait. Donc, je pense qu'il se garde clairement, et ça c'est quelque chose d'important aussi pour comprendre Trump, il veut se garder toutes les options ouvertes. On en est là aujourd'hui. On ne peut absolument pas exclure. Donc, je dirais que c'est pas très probable aujourd'hui, mais c'est complètement possible. Donc, je pense qu'il faut être extrêmement prudent par rapport à ce qui peut se jouer d'ici un jour, une semaine ou un mois. En fait, on n'en sait rien. Alors, d'un côté, il impose à Israël un cessez-le-feu au Liban, alors qu'Israël voulait absolument dissocier le Liban de l'Iran. Et d'un autre côté, il couvre les Israéliens d'éloges, un allié loyal, courageux, intelligent, etc. Là encore, qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? Je pense qu'il tient
il tient l'alliance avec Israël. Pour le coup, je pense qu'il a montré assez de signes là-dessus, mais là encore, il est soumis à des pressions extrêmement contradictoires. Il ne veut pas que son cessez-le-feu avec l'Iran soit mis en cause, et donc les Iraniens, pour le coup, ont réussi sans doute à le cornériser en disant c'est une condition pour le maintien du cessez-le-feu. Donc c'est pour ça que il a envoyé ce tweet comminatoire envers Netanyahou, qui est quand même assez particulier par rapport à un allié. Donc je pense qu'il s'est peut-être rendu compte qu'il est allé trop loin. On peut aussi penser qu'il y a eu des messages officieux de la part de Jérusalem et de l'ambassadeur israélien aux États-Unis en disant attendez, vous ne pouvez pas nous faire un truc comme ça, on a été un allié loyal, on est toujours là pour vous. Et donc voilà, essayez d'envoyer un autre signal parce que Netanyahou et Trump sont proches. Netanyahou, il a lui aussi son opinion publique à gérer. Et on peut penser que Donald Trump a voulu rassurer son ami Netanyahou par rapport à son opinion publique en disant l'alliance israélo-américaine n'est absolument pas remise en cause. J'aime Israël, j'aime son Premier ministre. Donc je pense que c'est aussi un signal politique envoyé. Et puis, il faut aussi savoir, Donald Trump a aussi des pressions politiques en interne. On sait que la droite chrétienne évangélique est assez proche d'Israël et notamment de ce gouvernement actuel. Et on sait que la semaine dernière, il a froissé cette droite chrétienne évangélique avec notamment son tweet sur Jésus-Christ et ses attaques contre le pape. Donc je pense qu'il faut aussi voir peut-être ce tweet, je dirais flatteur envers Israël, à l'aune de cette contrainte politique par rapport à la droite chrétienne américaine. Oui, c'est intéressant. Effectivement. Eh bien, donc, on va en rester là. Dans l'attente de savoir effectivement si on va dire, la date butoir de mercredi, qui est la fin de l'ultimatum, la fin des 15 jours d'ultimatum, eh bien, va apporter une solution, ou bien si ça sera prolongé, ou bien si on reprend les combats. Et toutes les options sont ouvertes, n'est-ce pas? Elohim Yodea. Et je suis même pas sûr qu'il sache. Et oui, voilà, c'est ça. Écoutez, merci beaucoup, Sébastien Lévy. Je rappelle que vous êtes un expert de la société américaine et de relations aussi entre Israël et les États-Unis, correspondant de Radio J. Merci beaucoup, Sébastien, de nous avoir éclairé sur ce sujet complexe, il faut l'avouer. Merci. Et comme c'est la douloureuse tradition chaque année, les manchettes des quotidiens israéliens de ce matin, veille du Yom HaZikaron, sont des manchettes d'affliction et de douleur. Les journaux annoncent que c'est ce soir à 20h que débutera la cérémonie du souvenir à la mémoire des soldats tombés au combat et des victimes du terrorisme. Une cérémonie qui se tiendra, comme le veut la tradition, devant le Kotel Amaravi, le mur occidental, et qui commencera par une sirène du souvenir d'1 minute. Et ce matin, la manchette la plus douloureuse, eh bien, c'est celle du Israël Hayom, qui nous montre les photos de 12 soldats et soldates israéliens qui sont tombés au combat le 7 octobre et au cours des 2 dernières années et demie de guerre. Regardez leur visage et se souvenir, c'est ce que demande le Israël Hayom ce matin à ses lecteurs. Alors justement, nous allons regarder ces visages et également mentionner leurs noms pour leur rendre un ultime hommage. Il s'agit du sergent-chef Binyamin Terner Taka, 21 ans, tombé le 7 octobre. De la sergente-chef Yam Goldstein Almog, 20 ans, tombé le 7 octobre. De la capitaine Shir Elat, 20 ans, tombé le 7 octobre. De la sergente-chef Adi Landman, 19 ans, tombé le 7 octobre. De la sergente Shira Shochat, 19 ans, tombée le 7 octobre. Du sergent Itaï Maor, 23 ans, tombé le 7 octobre. Du sergent-chef Yoav Rever, 19 ans, tombé le 6 juin 2025. Du sergent Nadav Chaim Zeliman, 20 ans, tombé le 20 avril 2024. De la sergente Camille Ayel, 18 ans, tombé le 14 octobre 2023. Du sergent-chef Amit Friedman, 19 ans, tombé le 27 août 2024. Et enfin du sergent Amit Aryeh Regev, 19 ans, tombé le 8 septembre 2025. Que le souvenir de ces 12 soldats et soldates qui représentent tous les soldats qui sont tombés pour la défense d'Israël soit béni. Le Yediot Aharonot a choisi un mot pour résumer des sentiments importants en cette journée du souvenir. Bil ADM, sans eux. En photo, le journal nous montre Yael Boni, dont la fille Nahama était soldate le 7 octobre dans le fortin d'Iftar à l'entrée de la bande de Gaza. Ce jour-là, Nahama a sauvé plusieurs vies humaines avant de tomber sous les balles des terroristes du Hamas. Et puis à côté de cette photo, il y a celle du sergent-chef Lidor Porat qui a été tué
au Liban avant-hier, portant à 25 648 le nombre de soldats tombés au combat depuis le retour du peuple juif sur sa terre en 1860. Le Israël Hayom souligne que ce matin, en page 2, il souligne que 174 soldats sont tombés au combat depuis le précédent Yom HaZikaron, auquel il faut rajouter 54 handicapés de guerre qui ont succombé à leurs blessures. Et puis en cette matinée qui doit nous projeter vers une journée nationale d'unité et de deuil, Nahum Barnea, dans le Yediot Aharonot, ne parvient pas vraiment à se retenir et il émet une fois de plus des critiques. Ce matin, il s'en prend aux allocutions solennelles, celles qui sont prononcées justement lors de ces cérémonies du souvenir ou lors des festivités du Yom HaAtzmaut. Il le dit clairement, les discours sur notre situation merveilleuse en tant que nation sont totalement déconnectés de la réalité. La conquête du Sud-Liban et de la bande de Gaza n'est que provisoire, la coopération avec les États-Unis n'est qu'une illusion, qu'importe si nous sommes les premiers ou les seconds ou les 200e par rapport à d'autres pays en guerre, il n'y a pas d'Eurovision pour la guerre. Ce qui est important, écrit Nahum Barnea, c'est de savoir si les résultats des guerres justifient le prix que nous devons payer. C'est ce que dit, écrit Nahum Barnea, qu'il faut le souligner, a perdu lui-même un fils soldat dans un attentat en 1996. Dans le Yediot Aharonot de ce matin, on trouve encore plusieurs éditoriaux autour du Yom HaZikaron. Davidi Ben-Sion écrit que pour lui, cette journée est la plus sacrée de toute l'année. Je l'ai dit à mes enfants qui m'ont répondu « Mais papa, ce n'est pas plutôt Yom Kippour ?» J'ai répondu « Non, car pendant Yom HaZikaron, nous sommes face à des êtres humains, pas à des anges qui ont choisi de servir leur peuple, de combattre et de donner leur vie pour nous. La sainteté ne se trouve pas seulement dans le jeûne et la prière comme à Yom Kippour, elle se trouve aussi dans les actes de ces soldats et en particulier dans ce que l'on appelle en hébreu la Messirut Nefesh, l'acceptation de se sacrifier pour le collectif, écrit Davidi Ben-Sion ce matin dans le Yediot Aharonot. Et à côté de cet article, une caricature qui résume cette journée. On y voit un jeune Israélien avec un t-shirt de la brigade des Golani et une prothèse à la place d'une jambe, saluant devant les tombes de ses camarades tombés au combat. Dans le Israël Hayom de ce matin, on peut lire de nombreux récits et témoignages du souvenir, comme ce récit de Marian Cohen sur le sergent Noam Ethan qui est tombé au combat 4 jours avant d'être libéré de Tsahal et qui était un passionné de musique. La musique, c'est le cadeau qu'il nous a laissé, affirment ses parents. Et puis Zahava Gross Medan, elle a choisi de rendre hommage aux jeunes veuves de guerre de ces dernières années. Hommage à votre bravoure silencieuse, hommage à la vie que vous avez accepté de reconstruire malgré la douleur. Et puis il y a ce matin aussi dans le Israël Hayom le souvenir des victimes du massacre de la Nova le 7 octobre. Le journal nous montre Siel Bouskila à côté du portrait de sa sœur Amit sur le site de la Nova qui a péri là-bas ce jour tragique. Et puis en marge de ces commémorations, impossible d'oublier que malgré le cessez-le-feu ou les cessez-le-feu, la guerre est toujours présente dans la région. Le Yediot Aharonot nous livre l'analyse de Ronen Bergman qui, une fois n'est pas coutume, donne raison à Binyamin Netanyahou dans son estimation que la guerre n'est pas terminée et qu'à tout instant elle peut reprendre. Ce sont les estimations d'ailleurs précises des experts sécuritaires israéliens alors que la crise gronde et continue de gronder entre les États-Unis et l'Iran. Et Ronen Bergman se demande si l'espoir de Binyamin Netanyahou de voir les combats reprendre conduira ce conflit vers une issue plus favorable pour l'État d'Israël. Et enfin ce matin dans le Israël Hayom, un sentiment domine à propos de la guerre au Sud-Liban. C'est le sentiment général des soldats qui ont combattu sur place au cours des dernières semaines. C'est que le prochain round de confrontation avec le Hezbollah est à portée de main. Idan Avni était hier en effet au Sud-Liban pour accompagner les forces israéliennes et il a pu découvrir sur place la complexe réalité du terrain. D'un côté, des succès opérationnels incontestables comme l'élimination de centaines de terroristes, mais de l'autre, l'objectif stratégique qui n'est toujours pas atteint de détruire le Hezbollah et le Litani est encore loin, écrit-il ce matin. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens. Nous continuerons à danser et nous ne laisserons aucune organisation terroriste gagner. Cette phrase est signée Omri Sassi, le DJ et producteur du festival Nova survivant du 7 octobre, qui a été choisi pour mixer cette année lors de la cérémonie des festivités de Yom HaAtzmaut. Un choix hautement symbolique. Le 7 octobre au matin, au festival Nova, quand les premières roquettes tombent, la foule comprend rapidement qu'il ne s'agit pas d'une simple alerte. Au milieu du chaos, un homme va jouer un rôle décisif, Omri Sassi.
Le producteur du festival, il fait partie de l'équipe organisatrice. Très vite, il comprend que les terroristes ont infiltré la zone. Alors que beaucoup cherchent à fuir, lui prend une décision inverse, rester sur place pour aider les participants à se sauver. Selon de nombreux survivants, Omri Sassi a orienté les festivaliers vers les sorties, guidé les véhicules hors de la zone et multiplié les allers-retours dans un environnement déjà sous le feu. Des centaines de personnes lui attribuent aujourd'hui le fait d'avoir pu quitter les lieux à temps. Mais son histoire personnelle rend ce récit encore plus marquant. Pendant qu'il tente de sauver des vies à Nova, sa propre famille est elle aussi frappée par l'attaque. Son oncle, Avi Sassi, réfugié dans un abri, se sacrifie selon des témoignages en se jetant sur des grenades pour protéger des personnes présentes avec lui. 2 hommes d'une même famille, 2 actes de courage le même jour. Et après le massacre, Omri Sassi ne disparaît pas. Il s'engage dans l'accompagnement des survivants du festival et participe à la reconstruction psychologique de nombreux rescapés. Et avec d'autres organisateurs et survivants, il participe à la création de l'exposition Nova, une exposition immersive présentée dans plusieurs grandes villes du monde pour raconter ce qui s'est passé ce matin-là et porter la mémoire des victimes. Et cette année, ce sera le DJ aux commandes de la cérémonie du Yom Ha'atzmaut au Mont Herzl. Parce que Omri Sassi n'incarne pas seulement un acte de courage, il incarne quelque chose de plus profond, cette capacité israélienne, presque viscérale, à choisir la vie au milieu de la mort, à se relever au lieu de s'effondrer, à reconstruire au lieu de céder. Le 7 octobre, Israël a vu le pire de ses ennemis, mais il a vu aussi le meilleur de lui-même. Et Omri Sassi en est l'un des visages. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec David Fedida. David, bonjour, Boker Tov. Boker Tov à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Comme je vous ai présenté dans la présentation de cette heure d'actualité, vous êtes habitant de la localité de Sanour. Sanour, pour nos auditeurs qui ne le savent pas, c'est une des localités du nord de la Samarie qui a été évacuée en septembre 2005 au moment de l'évacuation, de l'expulsion des habitants du Gush Katif. Et donc, Ariel Sharon avait voulu aussi évacuer 2 ou 3 localités du nord. 4 exactement, effectivement. 4 localités du nord du pays, du nord de la Samarie, dont Sanour, Homesh, Ganim et Kadim. Concrètement, aujourd'hui, 20 ans plus tard, Homesh est déjà en train d'être repeuplé et c'est également le cas depuis hier de Sanour, puisque 16 familles, dont la vôtre, se sont installées dans la localité de Sanour. Alors d'abord, donnez-nous un peu votre sentiment, le sentiment de ces habitants de revenir d'une certaine manière dans cette localité qui avait été évacuée. Le sentiment principal, c'est de vivre un miracle, de vivre un truc complètement fou. Une grande reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu. C'est un rêve, c'est vivre la Géoula. C'est vivre personnellement, de vivre un truc génial pour toute la nation, pour tout notre peuple. Alors, juste pour vous, pour votre famille, où vous étiez jusqu'à ce que vous décidiez de vous installer à Sanour ? Nous, on a été sur les 16 familles qui sont maintenant reparties qui se sont implantées à Sanour ces derniers jours. Il y en a 3 qui font partie des familles qui ont été expulsées en 2005, dont nous. Dans les 20 dernières années, on était principalement à Itzar. Ah, à Itzar, d'accord. Alors, et pour vous, c'est-à-dire, vous vous souvenez bien entendu de votre évacuation. C'était comme une sorte de fracture, de déchirure qu'il fallait absolument recoller. Oui, c'est un traumatisme, c'est un choc qu'on a porté en nous. C'est aussi une promesse qu'on s'est faite. On retournerait dès que la possibilité s'annoncerait. Ça nous est tombé dessus comme ça, un petit peu par surprise. Personnellement, j'avais vraiment du mal à y croire. Et ça arrive.
Alors, est-ce que vous y voyez là un symbole? En plus, on est à proximité du Yom HaAtzmaut, du Yom HaZikaron. Vous y voyez là un symbole? Vous parliez de miracle, mais c'est un symbole d'une capacité du peuple d'Israël à revenir malgré tout sur sa terre, malgré des intentions qui n'étaient pas obligatoirement au départ des intentions particulièrement favorables pour l'implantation juive en Judée-Samarie. Je dois vous laisser dans 2 minutes. Ouais, surtout en fait, il y a une différence avec Romèche. Romèche, ça a été un petit peu au forcing au fil des années. Donc c'est quelque chose qui a avec un petit peu de jeux de cache-cache avec l'armée, etc. Et là, à Sanour, c'est totalement différent. Mmh. Hier, c'était une grande cérémonie avec plusieurs ministres. Toute la réimplantation, elle se fait que c'est vraiment Médinat Israël, l'État d'Israël qui reconstruit. C'est un peu vraiment un sentiment d'une tchouva de Médinat Israël sur ce qui a été fait malheureusement il y a 20 ans. Eh bien, on le comprend bien. On voit que vous êtes un peu pressé, David, alors on ne va pas vous mobiliser. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions, même brièvement. Donc, au lendemain du retour de 16 familles, dont la vôtre, à Sanour, cette localité du nord de la Samarie. Merci, David Fedida, d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt.